bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur midilibre.fr à l'occasion de cette émission spéciale après le coup du gel du 8 avril dernier, de ces derniers jours, qui a meurtri nombre de viticulteurs, nombre d'arboriculteurs, nombre d'agriculteurs. Nous revenons ce soir autour de cette émission spéciale avec nos experts sur cet événement, sur les répercussions économiques, sur la production et sur les premières mesures qui doivent être prises dans notre région à la veille de la visite du Premier ministre Jean Castex qui sera demain matin dans l'Hérault avant l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Autour de moi, dans ce studio, plusieurs invités, à la fois ici en physique et en visioconférence. Jérôme Despé, président de la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Merci d'être à nos côtés. Bonsoir. En face de vous, Jean-Pierre Constant, le président de Groupama Méditerranée. Bonjour, bonsoir. Et puis Raymond Grisol, expert pilote multirisque climatique chez Groupama. De l'autre côté, en visioconférence, trois invités. Myrène Delorgeril, présidente du CIVL. Bonsoir. Jean-Louis Cazobon, vice-président en charge de la viticulture et de l'agroalimentaire pour la région Occitanie. Bonsoir. Et David Sève, arboriculteur et président de la FDSEA. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là donc pour cette émission spéciale sur midilibre.fr. Je voudrais qu'on démarre tout simplement par un état des lieux. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Jérôme Despé. Un état des lieux. J'ai lu beaucoup, j'ai entendu beaucoup de témoignages me disant que finalement c'était du jamais vu, l'événement qu'on venait de traverser. Est-ce que vous confirmez ? Oui, je confirme que nous avons vécu un épisode exceptionnel au niveau de ce gel de printemps. D'abord dans sa durée, puisque malheureusement ça continue encore ce matin. Et exceptionnel dans les températures que nous avons eues, jusqu'à -8, -10 degrés sur toute la façade donc méditerranéenne, et qui bien sûr a emporté toutes les productions que nous faisons au niveau donc de notre agriculture. Myrène Delorgeril, vous êtes la présidente du CIVL, vous êtes aussi vigneronne dans l'Aude. Vous confirmez, vous complétez les propos de Jérôme Despé. C'est une catastrophe. Oui, absolument, je le confirme, d'autant plus que je suis vigneronne dans l'Aude, dans l'Hérault et dans le Roussillon, dans ces trois départements. C'est absolument historique, c'est du jamais vu. On a des parcelles qui n'avaient jamais été touchées, qui le sont. Et alors que les gels de printemps sont classiques, il y a toujours une inquiétude sur les fameux seins de glace. C'est généralement relativement sporadique. On a des zones touchées et des zones non touchées. Et là, cette fois-ci, c'est extrêmement diffusé partout. Et le Languedoc, comme toutes les régions de France, puisque ce qui est historique aussi, c'est que l'ensemble des régions sont touchées. Donc c'est un drame véritablement de voir cette région amputée de peut-être presque 50% de sa production. Il y a un état d'abattement des professionnels, des viticulteurs extrêmement important. Oui, très important. C'est un véritable choc qui vient se rajouter à une succession de chocs dans les derniers mois et les dernières années. On n'en peut plus de mauvaises nouvelles et de difficultés. Et malgré tout le courage, je dirais, légendaire des agriculteurs et des viticulteurs, il y a un moment où trop c'est trop. Et ce que nous risquons aujourd'hui, c'est non seulement le court terme, c'est-à-dire la survie des exploitations, la survie des instances, des organismes divers et variés, que ce soit les coopératives, tous les acteurs de la filière, mais c'est aussi l'avenir et la question des installations à venir, parce qu'aucune filière ne peut supporter de vivre avec de tels risques dans l'atmosphère d'aujourd'hui, qui est une atmosphère dans laquelle beaucoup de gens sont habitués ou ont le souhait d'avoir au moins une certaine sécurisation. On va y revenir évidemment avec chacun de nos invités. David Sève, vous êtes arboriculteur, président de la FDSEA. On va beaucoup parler des viticulteurs, mais il ne faut pas oublier les arboriculteurs qui ont été particulièrement touchés ces derniers jours. C'est votre cas ?
Oui, c'est personnellement mon cas, c'est le cas de beaucoup des exploitations du Gard, puisque dans la nuit donc de jeudi, on a perdu la moitié du chiffre, au moins la moitié du chiffre d'affaires du département, dont à peu près 25%, donc qui représente 25% les arbres et 25% la vigne. C'est une situation catastrophique. Nous, on est très très inquiets, notamment pour les hommes, parce que derrière l'économie, il y a les hommes. Faut pas qu'il y ait de drame humain, parce qu'on se trouve dans des situations où, alors, on va pas rentrer dans le technique, on y rentrera peut-être après, où il y a une partie, notamment les fruits et légumes, qui sont dans les calamités agricoles, une autre partie, la vigne, qui est assurantielle, où malheureusement, malgré nos efforts de vulgarisation, 70% des gens ne sont pas assurés. Et là, on est très très inquiet. Il faut vraiment qu'il y ait des mesures conjoncturelles très très fortes, sinon, pour moi, c'est la moitié au moins des exploitations dans le département du Gard qui sont menacées. Après, je rajouterais que l'ensemble de la France a été touché, mais le Massif central n'est pas touché comme nous. Je veux dire, aujourd'hui, même dans l'Occitanie, 3 départements, l'Aude, l'Hérault et le Gard, représentent les 3/4 des pertes, puisqu'il y en a pour 1,2 milliard d'euros. Juste sur ces 3 départements, il y en a pour plus d'1,2 milliard d'euros. On parle d'un sinistre peut-être à l'échelle nationale de 7 ou 8 milliards, c'est-à-dire 20%, entre 15 et 20% de l'agriculture française qui serait partie en fumée en une seule nuit. C'est cataclysmique. Voilà. On va y revenir évidemment, on reviendra bien sûr sur l'ensemble des mesures que vous attendez, et notamment à la veille de la visite du Premier ministre Jean Castex dans notre région. Je me tourne vers Groupama et vers vous, Jean-Pierre Constant, vous êtes le président de Groupama Méditerranée. On l'évoquait, c'est vrai qu'il y a eu le coup de gel du 8 avril dernier, mais encore ce matin, ça a gelé dans certains départements, et donc ça a ajouté cet événement de ce matin à un événement supplémentaire à tous ceux qu'on vient de traverser. Comment, à Groupama, vous observez la situation? Combien de dossiers sont recensés? Quelle est la relation que vous avez établie avec les viticulteurs et les arboriculteurs? Alors peut-être commencer à vous donner quelques chiffres. C'est un petit peu plus de 3000 dossiers qui ont déjà été déclarés à Groupama. Quasiment toutes les déclarations sont faites. D'habitude, les assurés ont jusqu'à 5 jours à faire, mais on est allé bien au-delà et les inscriptions se sont faites très très rapidement. Pour vous dire qu'effectivement, 70% de nos assurés ont déclaré. Et on est aujourd'hui, c'est des estimations, à plus de 60% de pertes, ce qui est considérable. Juste rappeler que Groupama Méditerranée, c'est sur 14 départements, donc au-delà des 3 que nous sommes en train de citer, de Nice à Perpignan, avec les 2 plus hauts qui sont la Drôme et l'Ardèche et la Corse aussi. Donc, vous voyez, un territoire qui est touché en totalité, elle est, on va dire, un petit peu moins dans les PO, mais un ensemble très très touché. Et bien au-delà de la viticulture et de l'arbo, vous avez commencé à le rappeler, c'est toute la production aujourd'hui qui est touchée. Même si c'est moins dans notre secteur, les betteraves céréalières, que ce soit les céréales tout court, je crois que toute l'alimentation de cet été, mais ça fera partie peut-être de la suite du débat. Jean-Louis Cazobon, vice-président en charge de la viticulture et de l'agroalimentaire à la région Occitanie. Donnez-nous peut-être votre regard régional sur cette première question, état des lieux, recensement des pertes et recensement des difficultés que rencontrent les professions. Oh bien, écoutez, moi je vais pas revenir rentrer dans le détail, mais confirmer ce qui vient d'être dit par les intervenants précédents. J'étais avant-hier avec la présidente de région dans le Gers, je m'en vais demain matin, samedi, dans le Tarn, et vous avez parlé de l'avenue du Premier ministre, et moi je vais justement porter la parole de la région dans le Tarn à l'initiative de la Chambre d'agriculture. En clair, c'est de la même veine dans tous les départements. Là, vous parlez du secteur est de la région, mais quand on vient dans l'ouest, c'est pareil. J'étais avec un producteur de prunes du Tarn-et-Garonne. Alors là, les prunes, c'est grillé à 100%. Pour les pommes, c'est pas du même niveau, mais effectivement, quand on dit les 50% de pertes, je me demande, comme ça, j'ai pas d'éléments tangibles, mais je crois qu'on sera même au-delà de ce pourcentage-là. Parce que comme l'on dit, de mémoire, alors on revient en 91, il y avait gelé, mais là, c'est tout le territoire national qui est impacté, toute la région Occitanie, sur les 13 départements, toutes ces productions sont vraiment impactées.
Jérôme Despé, toutes les productions sont impactées, on vient de le dire. Il y a donc des répercussions sur les productions, des répercussions sur le chiffre d'affaires et des répercussions sur l'emploi. C'est très clair, enfin, on le voit dans les témoignages, hein, on le voit dans tous nos départements de cette région. Moi, quand je cite le département donc, de l'Hérault, qui est le mien, quand vous avez 80 000 hectares de vignes, qu'il y a 40 000 hectares dans les premiers recensements qui sont gelés entre 80 et 100%, quand vous avez plus de fruits à noyaux, c'est-à-dire qu'on ne mangera pas des abricots, qu'on ne mangera pas des cerises, quand vous avez les éleveurs sur les cultures fourragères qui sont impactés, les producteurs de grandes cultures avec le blé dur donc, et le colza, il y a un impact économique qui est, je dirais, sans précédent. Et c'est-à-dire que on n'a jamais été donc frappé autant comme ça sur l'échelle d'un département, d'une région et au niveau donc national. Et puis ça fait suite, moi c'est ce qui m'inquiète et c'est ce que je vois sur le terrain depuis vendredi, à une répétition donc de sinistres. Parce qu'il faut pas oublier que dans notre région, on a eu de la grêle, des épisodes très 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 importants. La sécheresse avec la canicule, les vignes brûlées au chalumeau, on n'avait jamais vu de tels comportements excessifs au niveau donc de la nature, le poids de la neige, des inondations et maintenant donc le gel. Et moi j'ai été frappé sur l'aspect psychologique, sur l'aspect social des agriculteurs et en particulier donc des jeunes agriculteurs, parce que il faut penser qu'il y a des jeunes agriculteurs qui se sont installés il y a 1 an ou 2 ans, et ils ne vivent que par des aléas climatiques. Ils n'ont pas pu faire une production encore en année donc normale. Et c'est pour ça que c'est exceptionnel dans un département, dans une région et au niveau national. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous attendons aussi du gouvernement à sinistre exceptionnel des réponses exceptionnelles. On va y revenir évidemment parce que je vais vous interroger sur les mesures et vous serez d'ailleurs demain matin avec le Premier ministre à Montagnac, dans l'Hérault avant une table ronde. Myrène Delorgeril, c'est vrai qu'on l'évoquait tout à l'heure, l'étape psychologique des professionnels, des viticulteurs. Vous l'avez souligné vous-même. Comment ça va se traduire en termes d'emploi? Est-ce qu'il y a des menaces sur la main-d'œuvre, sur les exploitations? Bien sûr, parce que quand on est amputé potentiellement de 50 à 70% de son revenu pour l'année qui vient, ça sera considérable et surtout quand ça vient s'additionner à un affaiblissement quand même assez structurel des domaines à la suite de l'année de pandémie qu'on vient de vivre, que nous vivons encore. Donc évidemment, dans la capacité des entreprises à porter des projets, ça sera directement impacté. Dans la capacité à maintenir leurs emplois, ça sera directement impacté. Et puis dans leur résilience psychologique, moi je suis très inquiète et je souscris tout à fait à ce que disait Jérôme Despé à l'instant. L'état de désespérance est considérable et on ne peut pas être une profession qui est traditionnellement exposée aux aléas climatiques. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre ADN, on est capable de vivre avec ça, mais pas à une addition pareille, puisque comme le soulignait Jérôme à l'instant, c'est en plus des aléas climatiques successifs, en plus des aléas de crise de marché, de Covid, de marché américain et autres. Donc on a vraiment une addition qui fait que si on n'a pas des mesures très innovantes, et la crise du Covid nous a montré qu'en France, on était capable de trouver des solutions innovantes, rapides, flexibles et efficaces, puisqu'on se retrouve après 1 an de pandémie avec un tissu économique qui est certes fragilisé, mais on n'a pas le chapelet de faillite qu'on nous avait annoncé. Donc on sait qu'il y a des mesures, notamment de compensation de revenus hautes, qui sont possibles. Et là, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de taper dans cette catégorie de mesures qui sont des mesures exceptionnelles. Et l'agriculture ne pourrait pas supporter et ne comprendrait pas et n'a pas l'état psychologique pour supporter aujourd'hui un moins bon traitement que ce qu'on a pu déployer pour les autres secteurs pendant toute cette crise. On sait que nous ne dégusterons peut-être pas certains fruits pendant l'été. Comment ça va se passer pour la production du vin, tout simplement? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos consommateurs? On peut leur dire qu'il faut qu'ils savourent bien leur vin cet été, mais que on va savoir, je pense, adapter nos productions et on va préparer nos vendanges en conséquence pour que le millésime de 2021 reste un très beau millésime, que les vins soient très bons et qu'on ait la possibilité d'honorer
les marchés et les consommateurs. Ce qu'on va demander aux consommateurs, c'est beaucoup de respecter les prix des produits, de considérer que les produits ont un prix et qu'on ne peut pas n'acheter ces vins que en promotion ou dans le cadre de privilèges divers et variés. Le vin, c'est un travail, le vin, ce sont des paysages, le vin, ce sont des hommes. Et alors qu'on a bien vu à quel point on était frustré de moments de convivialité et à quel point on en a besoin, eh bien, si on veut respecter notre travail, il faut respecter sa valeur, son prix. Et nous ne pourrons pas faire autrement que d'être payés à notre juste valeur si on ne pourra pas faire des augmentations de prix déraisonnables parce que sinon on perdrait des parts de marché. Mais en revanche, il faut nous accompagner tels que nous sommes. David Sève, je le rappelais, arboriculteur dans le Gard, président de la FDSEA. Alors vous-même, on l'a dit, vous êtes particulièrement touché, vos collègues également. Comment vous les avez souvent au téléphone, vous discutez, vous échangez avec eux. Comment voient-ils l'avenir en termes économiques, en termes d'emploi et comment tentent-ils de se relever ? Alors c'est difficile parce que aujourd'hui, bon, malheureusement, une grosse partie d'entre nous ont perdu 50, 60, 70, 80%, 90, des fois 100% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Après, on a un drame qui se joue en arrière-plan, c'est celui des saisonniers notamment. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais je vous dis, moi j'ai des saisonniers qui m'appellent tous les jours et souvent c'est pas des gens qui sont richissimes évidemment quoi. C'est déjà des gens qui sont dans des conditions un peu précaires qui nous appellent, qui savent pas où comment se tourner. On peut même pas les envoyer chez nos collègues à côté puisque malheureusement tout le monde est dans le même état que nous. C'est vrai qu'il y a eu une ambiance, alors et je vais reprendre ce qu'avait dit avant un collègue, qui se rajoute déjà à cette ambiance de Covid, etc. Voilà. Donc nous, bien sûr que ce qu'on va guetter, c'est les mesures conjoncturelles que le gouvernement, on espère, va annoncer rapidement. On a listé, nous, dans le Gard, une liste de doléances qu'on a remontée au niveau national, qui ressemble évidemment à ce qui existe, et on espère beaucoup. Nous, on a, je vous dis, au moins 50% des gens qui attendent avec impatience les mesures, alors du gouvernement, des collectivités locales, même si les collectivités locales elles peuvent pas faire grand-chose parce que le sinistre, il est dans des montants tels que c'est un problème d'État, quoi. Voilà. Donc je pense que on tient un petit peu les gens aussi avec ça en leur disant, écoutez, on va nous aider. Les politiques sont venus. J'étais encore il y a un quart d'heure en train de faire une tournée avec certains. On a fait des tournées, on a montré, donc on espère vraiment que le gouvernement va prendre la mesure des choses, ce qui nous permettra de réconforter entre guillemets nos collègues agriculteurs, parce que sinon. Moi, je réponds plus de rien, quoi, parce que moi, ce qui nous fait peur, c'est les drames humains, quoi. Parce qu'un agriculteur, malheureusement, il n'y a pas de couverture sociale qui est digne de ce nom, donc souvent, c'est le suicide derrière. Et ça, moi, ça m'inquiète vraiment. Voilà, parce que derrière le drame économique, il peut y avoir le drame humain, et ça, voilà, c'est ce qu'il faut qu'on évite. Donc, j'espère que si les mesures sont importantes et qu'on évite les drames économiques, comme on a su le faire pour le Covid. Nous, on a appelé un plan un peu sur le gel comme le plan Covid, on a appelé ça le gélide, voilà, pour donner une symbolique, mais vraiment on attend beaucoup. Donc on espère ne pas être déçus, quoi. Sinon j'ai peur que les conséquences soient dramatiques. Raymond Grisol, Groupama, expert pilote multirisque climatique, on parlait des drames économiques et drames humains. Hein. C'est aussi un sujet, j'imagine, auquel vous êtes confrontés au sein de Groupama. Et chez l'ensemble des assurés que nous sommes amenés à visiter, on constate des situations, ça a été évoqué, qui sont très différentes l'une de l'autre. On a des situations vraiment très dramatiques. Mais je voudrais quand même souligner ce qui est important, c'est, en revenant sur ce qui a été dit à l'instant, c'est à savoir toutes les actions mises en œuvre par les agriculteurs pour essayer de limiter les effets du gel. Dans la nuit du 8 avril, les exploitants et les arboriculteurs se sont battus, mais vraiment avec une force incroyable pour limiter les choses, avec les mises en place des mesures de prévention.
mais on était face à un gel qui était une gelée noire, c'est un gel qui a commencé très tôt dans la nuit, vers 11h, vers minuit selon les secteurs, et qui s'est poursuivi jusqu'à 7h, 8h du matin. Donc même les moyens, tout ce qui est les bougies, les feux allumés, ça a été très difficile. Et les exploitants, il faut dire, se sont battus de façon importante et ont tout mis en œuvre pour limiter les effets de ce gel. Et je crois que sur le plan humain, c'est important. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate lorsqu'on rencontre les assurés, c'est que, effectivement, passé le moment de sidération, le moment du choc, il y a quand même cette volonté, de façon générale, de continuer, cette volonté d'aller de l'avant. Et sur un plan technique, en plus, ce qui est important aussi à dire, c'est que, par rapport à 2020, où on a été concerné aussi par un gel qui a été significatif, et pour dire plus que significatif, sur le Gard et sur le Var, la partie est du territoire de Groupama Méditerranée, au-delà qui a moins concerné l'Aude et l'Hérault l'année dernière, on s'est aperçu qu'avec un gel très précoce, on a eu un redémarrage de végétation et on a eu des sorties de grappes qui se sont faites. Et je pense que, notamment dans le Gard, qui a été confronté l'année dernière à ce problème, et dans le Var aussi, mais c'est quelque chose qui sera très attendu cette année, de savoir comment la vigne va ressortir et comment la vigne va pouvoir se remettre à produire éventuellement. Et je pense que c'est l'espoir qu'expriment les assurés et les exploitants à ce jour. Et je crois que c'est quelque chose d'important à souligner. Jérôme Despé, vous vouliez réagir? Alors je laisse la parole à Jean-Louis Cazobon. Je voulais vraiment réagir parce que l'élément de la prévention est un élément qui est important. Et il faut savoir que de nombreux agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs ont tout fait pour essayer de sauver leur culture avec les éléments de la prévention. Et je le dis devant nos auditeurs, parce qu'il y a des personnes qui ont été gênées par de la fumée, parce qu'il y en a qui voient des systèmes d'aspersion. Et en disant on est dans un changement climatique, donc aujourd'hui, il faut que les agriculteurs changent de culture. Et même j'ai entendu dire, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, que la vigne, il fallait la semer au mois de mai. Alors je veux dire à nos auditeurs que la vigne, ça ne se sème pas. C'est des cultures pérennes, sur plusieurs années, ancrées dans nos territoires, comme pour nos arboriculteurs, et qu'on essaye de trouver des moyens de lutte pour protéger nos cultures, en respectant bien sûr l'environnement. Et sur le sujet de la prévention par rapport à l'aspersion, qui marche le mieux dans les températures de moins 4, moins 6 degrés, on sait que c'est l'aspersion. Il faut de l'eau. Et je le dis, comme tous les risques climatiques et comme les épisodes de canicule et de sécheresse, il faut bien sûr l'utiliser à bon escient. Il faut pouvoir, on a des techniques, et c'est le président de la Chambre d'agriculture qui vous le dit, qui sont aujourd'hui par aspersion économe en eau, et que quand on a des épisodes cévenols où on a des milliards de mètres cubes qui nous tombent sur la figure, qui partent à la mer et qu'on n'est pas capable de le stocker parce qu'on a des associations qui se lèvent contre nous, je dis quand même qu'il faut qu'on réfléchisse à ces éléments de prévention qui sont nécessaires pour atténuer ce changement climatique. On y reviendra. Jean-Louis Cazobon, on évoquait tout à l'heure les mesures qui seraient probablement, et on l'espère, annoncées par le Premier ministre demain matin, qui sera dans l'Hérault à Montagnac. Mais la région n'a pas attendu la visite du Premier ministre et, comme à son habitude, a pris des premières mesures. Quelles sont-elles et où en êtes-vous ? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui avait lieu une commission permanente pour justement dégager une enveloppe de 5 millions d'euros qui n'est pas à la hauteur des pertes. Il ne faut pas rêver. Il n'y a pas une collectivité qui peut subvenir, aller soutenir les pertes qui ont eu lieu. Vous avez entendu les prix, la teneur des pertes, elles sont à un tel niveau qu'on ne pourra pas répondre comme ça. Autrement, bien entendu, la région, elle dégage ça. La présidente l'a annoncé dans le Gers. Elle le dira, ou elle a dû le dire plutôt aujourd'hui, je pense. Elle a dû le dire dans l'Hérault cet après-midi. Bon, moi, j'en ferai de même demain dans le tas. L'articulation avec les mesures d'État, parce que moi, je veux revenir là-dessus. Vous dire que
c'est l'État là aujourd'hui qui doit absolument intervenir à des niveaux. Bon, évidemment, j'ai entendu Jean Castex qui a commencé à dire qu'on va sortir du plafonnement des calamités, et c'est bien à ce niveau-là que nous devons l'attendre. Il faut refaire, quelqu'un l'a dit précédemment, ce qui se passe actuellement avec le Covid pour la restauration. Écoutez, moi j'habite pas loin de Lourdes là, tout le secteur de l'hôtellerie est fermé. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui leur est attribué pour leur permettre de passer le cap, de résister, de rester vivant en clair, pour pouvoir repartir quand la situation s'améliorerait. Et là, on est devant une situation de ce type où la réponse doit venir de l'État. Alors bien entendu que la région, elle va mettre en place donc, cette enveloppe, elle va faire comme pour le fonds local, elle a œuvré de cette manière au moment du Covid, faire appel aux départements, aux collectivités qui souhaitent s'associer à ça pour pouvoir, en complément de l'action de l'État, répondre à l'urgence. Puis après, il faudra parler des mesures structurelles, mais je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours de ce débat. Absolument. Merci Jean-Louis Cazobon. Myrène Delorgerie, président du CIVL. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de l'État ? Demain matin, le Premier ministre est dans notre région. Si vous l'aviez en face de vous, quelles questions lui poseriez-vous et qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Bon, très concrètement, bien évidemment, tout ce qui concerne les allègements de charges fiscales et autres, et de charges sociales, bien sûr, mais ça, c'est je dirais, le soutien habituel. Cette année, cette fois-ci, ce qu'on attend, c'est effectivement des mesures de soutien, de compensation de revenus, nettes et claires, pour permettre aux entreprises de passer la vague. On ne peut pas être amputé de 50 ou 70% de son revenu comme ça. Donc, il faut véritablement des compensations directes de revenus. Finalement, quand on regarde bien, par rapport au fait de faire se redresser des entreprises derrière, par rapport au fait de voir des hommes ou des femmes sombrer, par rapport à la nécessité impérieuse d'avoir des jeunes qui s'engagent, c'est essentiel pour notre filière. Je rappelle que 30% des exploitations vont changer, 30% des exploitants vont partir à la retraite dans les 5 ans qui viennent. C'est un vrai sujet. Je pense que le coût d'une mesure de soutien immédiat et direct sur les revenus est extrêmement raisonnable par rapport aux conséquences que pourraient avoir les défaillances multiples et le désespoir. Est-ce que ce sont déjà des orientations que vous avez pu évoquer avec les services du Premier ministre et du ministre de l'Agriculture ? En tout cas, en ce qui concerne nos relations avec les services de l'État ou autres, nous, c'est beaucoup ce qu'on a remonté. Et on a la chance d'avoir des intervenants, des représentants de nos filières comme Jérôme Despey ou autres qui, depuis plusieurs jours, je pense, portent ce message. Et nous, on a beaucoup dit qu'il faut innover et que la France a montré une réactivité extraordinaire au moment du Covid. Je peux témoigner, moi, en tant que chef d'entreprise, qu'il y a un an, quand on nous a annoncé le confinement, on a passé le pire week-end de notre vie, quand on a imaginé qu'on nous demandait juste de fermer nos entreprises, et que dans les jours qui ont suivi, les filets de sécurité mis en place ont considérablement rassuré et nous ont permis d'envisager l'avenir, et donc de tenir à la fois moralement et financièrement. Eh bien, c'est ce que nous attendons, et c'est comme ça que tiennent pour le moment nos vignerons. Ils espèrent et ils attendent, et je pense que le message doit être extrêmement fort et clair vis-à-vis du gouvernement. Jérôme Despey, message fort et clair de Jean Castex, c'est ce que vous attendez ? C'est bien ça qu'on attend, et Myrène Delorgerie a raison, et comme avec tous mes collègues, je crois qu'il faut qu'il y ait des mesures qui soient exceptionnelles. Ça a été dit, plusieurs secteurs sont impactés par la crise liée donc au Covid, et on souffre depuis déjà de nombreux mois sur la viticulture, bien sûr, sur l'export, la fermeture des restaurants, la fermeture de tous les salons. On n'a pas fait un salon professionnel durant l'année donc 2021, et le premier semestre malheureusement est fortement donc impactant. Donc oui, j'ai eu l'occasion de le dire dès le week-end dernier et lundi, puisque j'ai eu une réunion avec le ministre donc de l'Agriculture, c'est que au-delà, bien sûr, des calamités donc agricoles, au-delà du volet assurantiel, et j'en dirais donc un mot sur l'aspect moyen terme et sur des éléments structurants, puisque c'est quand même important aussi qu'on parle donc d'avenir, surtout si on veut installer donc des jeunes agriculteurs. Il faut qu'il y ait des réponses exceptionnelles. Le Premier ministre a évoqué un fonds exceptionnel au-delà des calamités et de l'assurance. Nous souhaitons en connaître donc les modalités. Le deuxième volet, c'est le volet lié
non pas à des reports de charges. Je veux être très clair, le sujet des reports, on n'en veut plus. On veut des exonérations, des charges sociales patronales et salariales pour pouvoir permettre de garder l'emploi dans nos exploitations, avec des mesures immédiates de chômage partiel, parce qu'il y a des entreprises donc aujourd'hui qui n'ont pas l'activité pour pouvoir garder donc l'emploi. Donc le chômage partiel doit être fait comme pour le Covid, 100% prise en charge par l'État. Et puis une véritable année blanche sur le plan bancaire. Je pense à tous les agriculteurs, je pense aux jeunes en particulier. Il faut reporter les annuités en fin de tableau, la prise en charge des intérêts par l'État et la souscription du PGE. Le PGE qui va jusqu'au 30 juin, qui a été mis en place pour la crise donc, sanitaire, doit aller au-delà du 30 juin avec un amortissement, non pas sur 1 an en termes de remboursement, mais 10 ans. C'est ce que nous avons porté. Et le dernier élément, et je le dis devant Jean-Pierre Constant parce qu'on travaille beaucoup avec Groupama, avec les assureurs. Bon. Il y a une récurrence des aléas climatiques. Le changement climatique, il est là. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait de la résilience pour nos exploitations. Et c'est comment on fait cette résilience de nos exploitations? Il faut une garantie de réassurance par l'État. Donc c'est pour ça qu'il faut une refonte des régimes des calamités donc agricoles. Il faut l'adosser à un volet assurantiel, mais qui soit souscrit par le plus grand nombre et dans la plus grande donc, mutualisation. Quand vous avez aujourd'hui, au niveau national en viticulture, 20% des surfaces qui sont assurées. Dans notre région, entre 16 et 20% de surfaces assurées. C'est pas normal. Il faut arriver à donner une dynamique qui nous permette de nous protéger sur ces risques climatiques qui sont de plus en plus récurrents et d'une violence qui est caractérisée à l'échelle nationale donc aujourd'hui. Donc, au-delà des mesures d'urgence, il y a vraiment une attente aussi de la part, pour nous, professionnels du Premier ministre, de nous protéger et de protéger notre agriculture, parce que bientôt on fera le constat qu'on ne pourra plus produire dans notre pays et qu'on continuera à importer donc, des produits dont on ne sait pas les conditions donc, de production. Et c'est pour ça qu'il faut que notre pays amène à permettre de se protéger contre ces risques-là. Donc on l'entend bien, mesures d'urgence, mesures rapides, et puis mesures sur le long terme. Jean-Pierre Constant, des mesures autour des assurances. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet? Prenez votre micro. Oui, ça sera mieux avec le micro. Effectivement, ça fait, Jérôme vient de le dire, ça fait plus de 5, 6 ans, 7 ans que les assureurs travaillent la main dans la main avec toutes les organisations syndicales pour porter ce message et ce discours. Aujourd'hui, le risque est complètement déséquilibré. Si je prends Groupama Méditerranée, quand j'encaisse 100, sur les 5 dernières années, j'ai donné 130. Donc vous voyez bien que le système ne peut pas perdurer. Donc les demandes sont très fortes auprès de l'État, effectivement, sur le pool de réassurance, comme l'a dit Jérôme, sur effectivement certaines avancées. Vous savez que cette assurance est subventionnée, donc on peut aussi travailler là-dessus. Sans rentrer dans le détail, il faut avancer. Le seul souci, c'est que aujourd'hui, il faut passer de la parole aux actes, parce que sinon, c'est pas compliqué. L'assurance peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors, je le redis, c'est pas un Groupama, c'est les assureurs et les OPA qui travaillent parfaitement là-dessus. Je crois que ces décisions, elles sont importantes. Juste pour rebondir sur ce que disait Jérôme, je crois qu'aujourd'hui, chaque fois que je peux porter un discours en dehors de l'agriculture et en sortant un petit peu du cadre de Groupama, je crois que les Français ont compris l'année passée, avec le Covid, l'agriculture française a pu les faire manger. Sur le fil, il faut le dire, on a fermé les frontières. Ouais. Et donc, il a fallu que cette agriculture soit là. Donc, on avait repris un petit peu, je crois que les politiques avaient compris tout l'intérêt de la chose, et là, patatrac, cette année, tout s'écroule. Donc, je leur dis, il faut vraiment passer de la parole aux actes très très rapidement pour sauver ce monde agricole. David Sève, arboriculteur, président de la FEDSEA dans le Gard. Alors, j'imagine que vous êtes sur la même longueur d'onde sur les mesures qui viennent d'être évoquées? Oui, on est sur la même longueur d'onde. Bon, il va y avoir forcément quelques petits... Nous, on aimerait que, pour encourager notamment l'assurance récolte, les franchises soient prises en charge. On aimerait aussi une aide à l'hectare, parce que, moi, si vous voulez, il y a plusieurs catégories, on va tous se dire. Première catégorie, vous avez les fruits et légumes, qui sont dans le régime des calamités, où là, on va se bagarrer, et là, c'est vraiment une décision de l'État qui va tout déterminer. Vous avez les viticulteurs qui sont assurés, et je suis content, parce que mon département est un des
plus assurés. Je crois qu'on est autour de 30%. Alors c'est pas satisfaisant, parce que ça veut dire qu'il y en a quand même 70% qui sont pas assurés. Donc là, il y a quand même des choses à revoir, malgré tout, parce qu'on a communiqué, on a expliqué. Mais je pense que, et j'incrimine en aucun cas l'assurance, parce qu'elle a joué son jeu. Nous aussi, on a essayé de faire le maximum. On a demandé aux banques de ne prêter à des jeunes qui s'installent que dans la condition où ils s'assurent. Et je suis content parce qu'on nous a félicité en disant, et notamment les jeunes, en disant merci parce que vous n'avez pas fait ça pour avantager les banques, mais pour nous avantager nous et pour nous sauver. Et là, j'ai eu plusieurs jeunes qui m'ont remercié. Donc ça, je suis plutôt content. Pour en revenir aux mesures conjoncturelles, je vous dis, c'est pas les mêmes entre ceux qui sont soumis aux calamités agricoles et ceux qui sont comme les viticulteurs, pas soumis aux calamités agricoles, mais qui sont dans le régime assurantiel. Et ceux qui m'inquiètent le plus, c'est les 70% de viticulteurs qui n'étaient pas assurés. Voilà. Mais par contre, il ne faut pas oublier ceux qui étaient assurés. Donc, c'est pour ça qu'on propose une prise en charge de la franchise. Enfin, dans nos revendications, prise en charge de la franchise et une aide à l'hectare pour tout le monde. Voilà. Parce qu'il faut quand même que, forcément, celui qui a été assuré soit récompensé. Sinon, on va faire le phénomène inverse. Jérôme Despé, pour bien comprendre et que nos téléspectateurs comprennent bien, qu'est-ce qui fait que 70% ne s'assurent pas? Parce qu'on pourrait se demander, si tout le monde était assuré, la prise en charge serait meilleure, ça serait plus efficace et on pourrait accompagner. Expliquez-nous, parce que c'est un vrai sujet que tout le monde n'a pas forcément à l'esprit. Alors, le premier élément et le premier impact, c'est que on doit correspondre à une moyenne quinquennale. Vous enlevez la meilleure des récoltes et la plus basse. Mais quand vous avez des producteurs de notre région qui cumulent un certain nombre de risques climatiques auxquels ils ont des conditions de production annuelles très basses, il est difficile de pouvoir, sur un certain seuil, de déclencher donc l'assurance. Et puis, en disant, allez, je vais avoir une partie de mes surfaces qui vont être impactées et d'autres surfaces qui ne le seront pas. Sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui que la caractérisation des événements sont beaucoup plus étendus. On l'évoque sur le gel à l'échelle donc nationale. Deuxième élément, et David a raison, il y a un certain nombre de seuils. C'est pour ça qu'on milite dans le cadre de la politique agricole commune, et c'est des moyens complémentaires qu'on demande auprès donc, du Premier ministre, de pouvoir abaisser le seuil de déclenchement, puisque le seuil de déclenchement, il est à 30%. On veut l'abaisser à 20%, pour qu'il y ait plus de facilité donc, d'accès, et que le taux de subvention soit porté à 70%. Parce que il faut inciter. L'assurance fait parmi des outils. Il y a aussi d'autres outils. On a parlé de la prévention. On a parlé aussi de la dotation pour risque, qui est un élément important lorsqu'il y a des bonnes années. Il faut qu'on arrive, et c'est pour ça que j'appelle du vœu d'avoir un fonds avec un volet assurantiel et une refonte donc des calamités, pour permettre que le coup dur puisse être bien pris en compte et que l'État joue son rôle en termes donc de réassurance. Et par rassurer David, on se parle tous les jours, il y a un événement exceptionnel. Et l'événement exceptionnel doit apporter un fonds exceptionnel au-delà des calamités agricoles et de ceux qui sont assurés. On ne va pas non plus, par rapport à ceux qui ont fait le choix donc, de s'assurer, donc de les pénaliser. Et à partir de là, il faut que l'État nous apporte donc les moyens de répondre à l'exceptionnalité de cette crise comme nous vivons, comme effectivement nous le vivons avec la crise donc, du Covid. Et je pense que la similitude est importante, et c'est pour ça qu'on en appelle à la solidarité donc, nationale, pour qu'il y ait encore des produits agricoles, des producteurs qui puissent continuer l'activité. Myrène Delorgeril, je vous laisse réagir peut-être au propos de Jérôme Despé, que je remercie parce que Jérôme Despé a des obligations qui le retiennent sur le terrain, et on va accueillir Rémi Dumas dans quelques instants. Myrène Delorgeril. Oui, en tout cas, je remercie beaucoup Jérôme de nous représenter dans toutes ces discussions. Ce qui est très important, c'est effectivement qu'on soit clairement sur un plan exceptionnel et avec donc les différentes mesures qu'il a évoquées et une compensation claire de revenus pour cette année, parce que sinon, en dehors du fait que ce soit plus ou moins vertueux pour la suite, et bien sûr, il faut préparer la suite, mais cette année, beaucoup d'entreprises ne passeront pas le cap si elles n'ont pas des solutions de soutien radicales, parce que elles sont déjà extrêmement exposées et elles ont déjà accumulé beaucoup de difficultés. Donc les vignerons ont du courage
Ils ont beaucoup d'énergie, ils ont beaucoup de volonté. On ne choisit pas ces métiers-là sans être très engagé. Mais là, on a véritablement, encore une fois, besoin de ces soutiens exceptionnels. Jérôme Despé. Non, je dois effectivement Allez-y. vous quitter. Je voudrais d'abord remercier bien sûr Midi Libre de nous permettre de nous exprimer et puis vous dire que on va être totalement mobilisés. Et là, il n'y a pas des organisations, d'autres organisations. Ce qu'on attend, c'est que le Premier ministre sorte des éléments, bien sûr, qu'il faut pour la nation de compassion à des actes donc concrets. Et je peux vous assurer qu'avec mes collègues, c'est ce que nous allons porter demain matin auprès du Premier ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme Despé, de votre intervention. Jean-Louis Cazobon, on l'entend, hein, mobilisation générale de l'ensemble des acteurs. Oui, bien sûr. Alors, tout à l'heure, quand j'abordais le sujet du structurel, effectivement, maintenant, ça a été dit notamment par Jérôme, je voulais aborder ce sujet de l'assurance. Bon, il y a le coup de bambou qu'on prend, bien entendu, sur la tête actuellement, mais demain, comment on se relance? Et là, il a été évoqué ce problème assurantiel. Me semble-t-il, je vais vous dire une chose, j'étais vice-président des chambres d'agriculture lors de la dernière mandature au niveau national. Et le problème de l'assurance obligatoire est souvent revenu sur la table. Puisqu'il y a Monsieur Constant, là, qui représente notamment Groupama, il sait très bien que ça ne marche que quand l'assiette est assez large. En clair, s'il y avait 95% des gens qui étaient assurés, ou 100%, c'est comme on connaît dans les habitations ou dans l'automobile, voilà le système assurantiel, comment il doit marcher. Alors bien entendu, quand on disait ça, on nous disait, vous allez engraisser, par exemple, mettre l'aide de l'Europe au service de l'assurance, on nous disait, vous allez engraisser les assureurs. Bon, c'est pas vrai ça, peut-être ils en bénéficieraient plus ou moins, bien entendu, mais enfin, on sait très bien que c'est les cotisations par rapport aux primes qui doivent être versées, il faut qu'il y ait un rapport. Et ces métiers-là, dont on parle aujourd'hui, si on ne trouve pas un nouveau système à l'avenir, ils seront mis en danger. Alors évidemment, la moyenne olympique ne veut plus rien dire. Il faut plutôt assurer un forfait. Je ne sais pas, il faut qu'on remette tout ça à plat sur la table pour repartir d'un bon pied. Moi, je veux vous dire autre chose. La filière de l'agriculture, l'agroalimentaire en région Occitanie, c'est 165 000 emplois. Ça veut dire que ça représente du monde. Vous rajoutez à ça la distribution. Alors bien sûr, la distribution, il n'y a pas que l'alimentation. On distribue des produits ménagers, des lessives, bien, et autre chose, mais il y a l'alimentation. C'est 58 000 emplois. Vous rajoutez les restaurateurs, le commerce de détail, tous les gens qui travaillent autour de cela. Mais en amont, il ne faut pas oublier l'acte de production qu'est l'agriculture. Là, la viticulture, l'arboriculture en fait partie. Et ça pèse énormément. Alors voilà, et pour l'avenir, s'agissant de la région, juste le dernier mot, je conclus là-dessus. On avait mis en place un plan de relance suite aux taxes Trump, à la crise du Covid. Le plan de relance, il a des difficultés à être relancé parce qu'on ne peut pas le relancer, on est toujours sous la contrainte sanitaire du Covid. Bon, là, la région avait mis 7 millions d'euros, la profession, autant. On arrivait à 15 millions d'euros pour avoir une dynamique. Demain, il faut travailler sur un contrat de filière, c'est ce que souhaite toute la profession et la région y est favorable. Il faudra voir à partir de 2021 jusqu'en 2023 mettre en place un plan de relance tout à fait en adéquation avec ce que l'on vient de subir là et pour pouvoir réorienter les choses. Parce que c'était une filière qui investissait. La région, elle avait mis pour l'année 2020 21 millions d'euros d'aide au travers des contrats, au travers des passes, des investissements dans les entreprises. Merci Jean-Louis Qui Cazobon. investissaient de leur côté. C'était des aides pour justement les inciter à se mettre aux normes et à investir pour produire dans les clous et être compétitifs. Jean-Pierre Constant, je voudrais peut-être vous relancer, si je puis me permettre, sur les déclarations de Jean-Louis Cazobon avant de conclure ce débat avec Rémi Dumas. Je vous en prie.
bien résumé. Si nous avons 40 assurés effectivement dans l'ordre et si nous en avons 40 000 au niveau national, vous comprenez bien que l'assiette n'est pas du tout la même. On est dans la prospective quand on fait de l'assurance, c'est-à-dire qu'on calcule un tarif à l'année sans savoir ce qu'on va sortir. Donc ça veut dire qu'avec les conditions actuelles, le tarif peut qu'augmenter. Et ça vient d'être très bien résumé. Le problème, c'est pas l'assurance, c'est la non-assurance. Effectivement, plus le nombre est important, plus il est facile de le faire. Merci pour cette précision. Merci de nous avoir rejoint, Rémi Dumas. Je suis ravi de vous avoir à nos côtés, secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs, c'est bien cela ? Bon. On a beaucoup parlé évidemment de la situation, de l'état de la situation après le gel de la semaine dernière, des mesures qui doivent être prises. Vous nous en direz peut-être un mot, mais j'aurais aimé qu'on évoque un sujet qui était en creux pendant ce débat, c'est l'installation des agriculteurs. Comment aujourd'hui, quand on veut être agriculteur, on garde espoir parce qu'on l'a dit, il y a le gel de la semaine dernière et il y a quantité d'événements climatiques tout au long de l'année. Comment vous arrivez à convaincre les agriculteurs de s'installer, les jeunes agriculteurs de rester exploitants? Bonjour à tous. Déjà en premier, apporter tout mon soutien et le soutien du syndicat à tous les agriculteurs touchés, parfois durement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'installer en agriculture, on sait qu'il y a ce risque climatique. Ça fait partie du métier. On travaille à ciel ouvert, on travaille sans filet, si je puis dire. Aujourd'hui, oui, c'est pris en compte et c'est pour ça que dans les modèles d'installation que l'on souhaite, c'est une installation bien réfléchie avec ce problème de l'aléa climatique et effectivement, la question de l'assurance et de s'assurer revient sur la table. Et trop souvent, on s'assure pour un tracteur, on s'assure pour plein de choses, mais on ne va pas assurer sa personne ou on oublie des fois d'assurer sa récolte et c'est bien là le mal. Alors peut-être qu'il faut revenir sur autre chose et essayer de revoir le système et effectivement peut-être le rendre un peu plus attractif entre guillemets, mais moi on me dit toujours une bonne assurance il faut l'avoir mais jamais s'en servir. Oui, malheureusement oui non mais voilà mais du coup malheureusement on se rend compte qu'on en a besoin et aujourd'hui oui c'est pris en compte dans les installations et surtout moi ce que je regarde c'est qu'il y a des gens qui se sont installés depuis 5 ans et notamment dans le département depuis 5 ans ils subissent un aléa climatique tous les ans qui n'est pas forcément assuré, qui peut-être les gens étaient assurés au départ, mais au final ne sont plus assurés parce que plus personne ne veut les assurer. Et là aussi, c'est le problème. Quand vous subissez des aléas climatiques tous les ans vous déclenchez votre assurance, au bout d'un moment, l'assurance, malheureusement, elle vous dit « Désolé, mais je veux plus de vous, clairement ». Et ça, c'est un réel problème. C'est un réel problème pour les jeunes qui s'installent aujourd'hui, qui n'auront pas de récolte à leur première année d'installation. Alors, on voit à l'instant T, le problème qui va se poser, c'est en 2022. En 2022, il n'y aura aucune rémunération parce qu'il n'y aura pas de récolte à vendre. Donc le gros problème, il est là. C'est qu'on parle là dans l'urgence. Le problème, il va être à moyen terme, c'est-à-dire l'année prochaine, parce qu'il n'y aura pas de rentrée de revenus, parce qu'il n'y aura pas de récolte à vendre. Là, vous avez des agriculteurs qui déjà expriment cet abattement et cette envie d'arrêter. Moi, je pense qu'il va y avoir, pour certains, le coup de trop. Et j'ai peur de ça, j'ai peur de... On parle souvent du suicide en agriculture, mais ça fait partie aussi de ces cas-là. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à avoir des aléas climatiques tous les ans, de ne pas avoir de récolte normale. Et forcément, sur le moral, ça met un coup. Et chez les jeunes encore plus, parce que c'est déjà un métier qui est compliqué des fois d'accès, etc., ou qui n'est pas valorisé. On essaye, on met tout en place et on demande des mesures fortes aussi, notamment au niveau de la PAC, pour inciter les jeunes à s'installer, à être accompagnés. Donc c'est là l'installation avec la dotation jeune agriculteur, par exemple, avec un réel accompagnement humain et autour de toutes ces problématiques des aléas climatiques, tout ça. Mais aujourd'hui, ils sont en cours d'installation, ils veulent s'installer. Ils se disent, mais au final, qu'est-ce que je vais gagner demain parce qu'il y a trop de risques. Il y a trop de risques. Sachant qu'en plus, le réel problème, c'est que nos produits ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Donc aujourd'hui, on n'arrive même plus à faire de réserve. Il y a des jeunes qui ont repris des exploitations qui étaient saines, parce qu'il y avait eu à une époque de la valorisation, etc., mais qui en quelques années ont mangé ce capital. Et ils se retrouvent aujourd'hui avec une exploitation qui était viable, et au final, ils se disent, mais en fait, est-ce que c'est de ma faute ? J'ai fait couler l'entreprise familiale parce que je me rends compte que j'ai plus de capital, alors que non, juste c'est ces réserves qui ont été mises sur la table pour compenser un manque de récolte dû notamment aux aléas climatiques ou à la baisse de valorisation des produits. Raymond Grisol, vous êtes, je le rappelle, expert pilote multirisque climatique, donc l'incidence climatique, le changement climatique est désormais intégré dans toutes ces problématiques.
Oui, effectivement. Alors, le changement climatique intervient et a pour conséquence tous les aléas qu'on peut constater aujourd'hui sur l'ensemble des cultures. Ainsi que ça a été dit, effectivement, les exploitants sont confrontés pour 2017, le gel de 2017, le mildiou, l'épisode mildiou 2018, la sécheresse 2019, le gel sur certains secteurs sur l'est de l'arc méditerranéen en 2020. Aujourd'hui, un gel majeur sur l'ensemble du territoire, ça a été évoqué. Et ça en lien avec l'assurance, c'est-à-dire que, ainsi que l'évoquait Jérôme Despé tout à l'heure, une moyenne olympique est faite sur les résultats des exploitants pour savoir sur les volumes, le résultat des volumes récoltés, pour garantir le volume à assurer l'année en cours. Et ça, c'est effectivement, mais c'est des dispositions qui sont applicables, qui n'ont pas été définies par Groupama ou d'autres assureurs. C'est des mesures qui sont applicables pour pouvoir permettre l'obtention de subventions. Et c'est vrai que ça pénalise les exploitants. Enfin, il faut quand même souligner, je voudrais juste souligner un point, c'est que quand même Groupama permet d'augmenter ce volume de 30%. Enfin, je parle sur le contrôle du président Constant, mais ce volume assuré de 30% la moyenne historique, ce qui est quand même important, si on a pu les faire dans les 5 dernières, une fois au moins dans les 5 dernières années. Et d'autre part, juste souligner quand même que les agriculteurs ne sont pas autant résiliés qu'on l'évoquait. Quand même, on n'est pas sur du risque automobile ou sur des choses comme ça. Il y a beaucoup d'exploitants que nous, on voit sur le terrain, qu'on voit régulièrement et qui sont sinistrés depuis plusieurs années. Et les assureurs sont là, me semble-t-il, pour les soutenir quand même dans cette démarche-là. Rémi Dumas. Oui, je voudrais dire aussi, rajouter que suite à ces épisodes aussi d'aléas climatiques, les agriculteurs essayent de rebondir, notamment après l'épisode de grêle. On a vu quand même beaucoup d'arboriculteurs mettre des filets anti-grêle, essayer de mettre des dispositifs en place aussi pour pallier ces aléas. Par exemple, la sécheresse, on voit un enjeu sur l'eau qui est primordial. Demain, dans notre région, si on n'a pas d'eau pour l'agriculture, on ne pourra plus produire parce qu'il y a une telle sécheresse. D'où l'importance aussi de stocker l'eau qui est en hiver. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vraiment, les agriculteurs évoluent tous les jours, évoluent aussi en fonction des aléas. Donc, ce système de filet anti-grêle, il a vraiment été mis en place. Il y a une vraie prise de conscience des agriculteurs pour se protéger, etc. Je voudrais aussi souligner, et comme il y a Groupama ici aussi, Prédict, qui est en expérimentation sur le département de l'Hérault, alors avec la Chambre d'agriculture, les intercommunalités, le département, ça permet d'envoyer une alerte aux agriculteurs. Alors c'est en expérimentation, on l'a vu, le premier épisode, ça a été ce gel. Ça a fonctionné plus ou moins, il faut pas en vouloir, c'est les prémices, donc il faut évoluer. On a pu voir toutes les petites choses à améliorer, mais ça permet de recevoir une alerte et aussi d'améliorer et de mettre en conséquence nos pratiques sur nos cultures. Donc par exemple, voilà, s'il y a de l'herbe, s'il faut labourer, pas labourer, je fais simple, mais si on a des alertes et des moyens aussi de prévenir ces aléas climatiques, ça nous permettra de s'adapter au mieux. Mais encore faut-il pouvoir le faire. C'est comme l'aspersion sur les vergers, ça ne peut pas se faire partout. On a un manque d'eau, on a un manque de débit d'eau. Donc voilà, malheureusement, on ne peut pas pallier tous les aléas climatiques, mais je pense que les agriculteurs font le maximum pour le faire. Merci Rémi Dumas. David Sève et Myrène Delorgeril, peut-être sur ce goût de l'installation, comment on arrive à accompagner des agriculteurs qui baisseraient les bras alors même qu'en effet ils traversent, on l'a dit, de nombreuses calamités climatiques et agricoles. Myrène Delorgeril. Je pense qu'effectivement, c'est un enjeu majeur. Je soulignerais, pour revenir sur les mots qui viennent d'être dit, une chose importante, c'est que non seulement nous avons une succession d'aléas climatiques, mais en plus, nous avons une pression très forte des consommateurs qui nous demandent des productions de plus en plus vertueuses. Ils nous demandent d'utiliser le moins possible de techniques invasives, si je puis dire, et d'être le plus respectueux possible des rythmes de la nature. Pour cela, nous prenons encore plus de risques que par le passé. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons encore plus besoin d'être accompagnés. Pour les jeunes, il est évident qu'effectivement, les mécanismes d'assurance et d'assurance quasi obligatoires, mais tout au moins non seulement obligatoires, mais aussi portés par la collectivité avec un système de réassurance et d'appui me paraît essentiel. Le fait de baisser les seuils et les paliers pour qu'on puisse plus facilement bénéficier des assurances. Et évidemment, bien sûr, le fait d'accompagner, de limiter la résilience comme la résiliation, pardon, comme l'évoquait monsieur à l'instant,
pour qu'on ne soit pas considéré coupable quand on a simplement supporté des risques naturels parce qu'on n'y est absolument pour rien et qu'on a besoin pour autant de continuer à travailler. Donc je pense que ce sont des messages très forts dont les jeunes agriculteurs ont besoin. Et j'insiste, moi c'est une de mes préoccupations essentielles pendant cette période de crise. Il faut des signaux très forts parce que dans un contexte général dans lequel on a mis en place des filets de sécurité pour tous les secteurs, le secteur de l'agriculture n'en a quasiment pas bénéficié, et alors même qu'il est un des secteurs les plus exposés aux risques depuis des décennies, mais encore plus aujourd'hui. Donc là, il faut un signal extrêmement fort de ce côté-là. Merci beaucoup. David Sève, peut-être de votre côté. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le changement climatique. Aujourd'hui, nous, les agriculteurs, on ne fait pas qu'en parler. Moi, je suis pas scientifique, mais et tout le monde a constaté clairement qu'aujourd'hui, on a quasiment 15 jours d'avance. En 20-25 ans d'installation, j'ai constaté une avance de 15 à 18 jours d'avance sur les récoltes, les vendanges, les dates de floraison. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que le changement climatique, donc le, entre guillemets, réchauffement climatique, en faisant débourrer les arbres plus vite, enfin les arbres ou les vignes, nous expose encore plus au risque gel. Donc moi je suis très inquiet parce que le système, qu'il soit calamité agricole, c'est-à-dire d'État, ou assurantiel, donc privé, il a été fait pour un risque pas certain. Mais si le changement climatique accélère, et on l'avait prévu, mais va encore plus vite que ce qu'on avait prévu, je suis très inquiet parce que si l'exceptionnel devient la règle, alors là moi on est très inquiet, quoi. Hein. Donc, au-delà de passer, évidemment, je le répète, toutes ces mesures conjoncturelles attendues avec impatience, je dis bien avec impatience, alors demain, après-demain, etc., effectivement, une réflexion sur le long terme, que ce soit par des moyens de protection. On l'a dit tout à l'heure, il a parlé de filets paragrèle, mon collègue de l'Hérault, on a parlé de bougies, de choses comme ça, bon, avec les problèmes que ça peut poser aussi par ailleurs. Mais, effectivement, il y a une vraie réflexion. Et moi, j'aimerais vraiment que cette fois-ci, si on arrive, et je l'espère, à passer ce sinistre, on ait une réflexion sur le long terme, c'est-à-dire avec des moyens soit publics, soit privés, soit mixtes, une vraie réflexion, soit sur des moyens de prévention, etc. Une vraie réflexion pour qu'on n'ait plus à revivre ça, parce que là, les situations sont dramatiques. Il y a des gens qui, je le répète, moi, je suis très très inquiet, très très inquiet. On entend évidemment bien votre message, on en a bien sûr conscience. Jean-Louis Cazobon, je vous laisse le mot de la fin peut-être. On l'évoquait, c'est la question de l'alimentation. Myrène de Lorgeril l'évoquait, les exigences des consommateurs. C'est vrai que en corollaire, il y a quand même ce sujet. Oui, bien sûr. Alors, nous en sommes conscients. Alors, il y a différents gradients dans l'exigence. On peut très bien exiger, seulement l'exigence a un prix. Lorsque vous allez dans une boutique de haute couture, il y a un prix à payer. Et là, certains systèmes qui sont demandés nécessitent un prix. Mais il ne faut pas oublier qu'en Occitanie, il y a 6 millions d'habitants. Il y a 1 million de personnes qui ont des revenus très faibles, hein. Donc, eux aussi ont droit à une alimentation saine et de qualité. Et ça, même l'agriculture conventionnelle est en mesure de leur fournir, je pense, surtout dans cette région où on a 260 produits sous signe officiel de qualité. On est bien sûr la première région bio de France, mais on a, avec la diversité de terroirs qu'il y a dans cette région, on a toute la capacité à offrir cette gamme, c'est-à-dire une agriculture, une alimentation festive le jour où vous recevez vos amis ou les jours de fête, et puis même la nourriture du quotidien, on a la capacité à faire ça. Et derrière, je veux revenir sur, parce que l'alimentation, c'est une des préoccupations de nos concitoyens majeures. Et le secteur de la production peut y répondre ici en Occitanie. Tout à l'heure, le JA a parlé, bien entendu, des jeunes, c'est ça. Est-ce qu'on veut garder une agriculture familiale? Et là, tout vient se télescoper. C'est-à-dire l'irrigation, les équipements, retenir l'eau l'hiver pour la lâcher l'été. Ça, quand un citoyen le fait à l'échelle de son jardin, c'est un citoyen exemplaire. On peut le faire en collectif, je suppose. Le foncier, on a mis en place en région, c'est au stade d'expérimental, le portage du foncier. On a mis en place une foncière. Comme pour les automobiles, le principe location avec option d'achat. Pour passer la période d'installation et de consolidation en location et différer l'achat du foncier lorsqu'on doit le réaliser. Hein. Ça m'est arrivé à moi, ça leur arrivera aux autres également.
Et ça arrive tous les jours. Donc voilà, c'est tous ces éléments. Si on veut une autonomie, une résilience alimentaire dans notre région, il faut qu'on mette ça en place. Il ne faut pas oublier quand même que 45%, et la crise a été le révélateur de cela, des fruits et légumes consommés en France ne viennent pas de la région, alors qu'on a toute la capacité à les produire, à condition qu'on nous aide, qu'on se mette en mouvement pour produire ça. Merci Jean-Louis Cazobon. Installation et transmission, c'était d'ailleurs la thématique évoquée ce matin à l'occasion de nos Lab 3A organisé avec la SAFER. Je voudrais évidemment remercier chacun de nos invités d'avoir participé à cette table ronde consacrée à la viticulture, à l'arboriculture, bref à l'agriculture touchée, meurtrie depuis l'épisode de gel du 8 avril dernier. À cette occasion, Midi Libre, vous le savez, s'engage puisque demain, samedi, nous publions un supplément de 16 pages consacré aux drames rencontrés par les professions agricoles dans le Gard, dans l'Hérault, dans l'Aude et puis bien sûr dans l'ensemble de la région. Nous suivrons particulièrement la visite du Premier ministre. Je voudrais remercier l'ensemble de nos partenaires du Lab 3A, la Chambre d'agriculture Occitanie, la Chambre d'agriculture Hérault, la Chambre d'agriculture du Gard, celle de l'Aveyron, la SAFER, Groupama Méditerranée, merci pour votre présence aujourd'hui, la MSA, la Coopérative agricole Occitanie, les vignerons indépendants, BRL, la métropole de Montpellier et puis AIFA Group, que je remercie également de nous accompagner. Je voudrais vous donner le dernier rendez-vous et le prochain rendez-vous de ce Lab 3A, c'est le 26 mai. On parlera de consommation. Comment être un consommateur exemplaire. Ce sera évidemment sur midilibre.fr. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.